Voilà, on est en direct. Bonjour. Bonjour tout le monde. On change de place. Voilà. Et donc, il nous arrive de publier des livres aussi à la Maison de la Poésie. La maison d'édition est bien ancienne. Elle a un nom qui peut évoquer certaines contrées plus au sud que encore à Metz par rapport à Bruxelles. C'est non pas l'arbre à palabres, mais l'arbre à parole. Donc c'est l'arbre sur lequel se réunissent les gens, comme ce soir, pour discuter, pour échanger. Et dans ces personnes qui ont vu naître ou se développer les premiers soubresauts de cette maison, Pierre n'était pas là dès le début, mais était là quand même depuis un certain temps. À partir de 2000, fin des années 90, Ouais. 2000. Donc la Maison de la Poésie, formellement, alors Cathy en est témoin, Cathy insiste pour nous disions que nous fêtons en 2024 nos 60 ans. Alors, c'est difficile de donner un âge de naissance à un projet, parfois c'est simple, hein, un projet est né tel jour, et puis c'est garanti. Il est de tradition ici, avant que je n'arrive, de créer cette fondation en 1964, à la rencontre de deux personnes, des personnages qui s'appelaient Francis Chenot et Francis Lessard. Francis Lessard est toujours en vie. Il se fait qu'ensuite, alors c'est pour ça que moi j'ai toujours eu les réticences à situer ce début rien qu'en 1964, c'est qu'il y a eu ensuite un collectif plus large, dont a fait partie entre autres le papa de Fabian, qui nous filme, Rio Di Maria, qui ont fini par créer l'ASBL, qui a donné l'origine ensuite à Identité au de Bruxelles, la Maison de la Poésie d'Amé, en 1974, grosso modo. Et donc, voilà, à vous de choisir si nous avons 50 ou 60 ans, c'est un luxe hein, de pouvoir rajeunir de 10 ans d'un coup. Mais, quelque part, une partie du projet de cette Maison de la Poésie, du moins, aura bien 60 ans cette année, en 2024. Et donc, ça peut un peu m'arranger, parce que je suis encore un peu plus jeune que ça. Je suis arrivé ici en 2007, trouvant déjà Pierre bien ancré. Pierre qui n'a publié que à la parole, il me semble. Ce qui n'est pas le cas de Francesco, qui a publié tardivement à la parole. Non, pas tellement tardivement, puisque je n'ai pas publié grand-chose avant. Bon, tu as quand même déjà publié pas mal de livres en tout genre. En jeunesse, oui. En poésie, c'est vrai, il y en a un peu moins, en roman aussi. Mais il y avait aussi cet attachement, sans doute, à Rio, Rio de Janeiro, qui fait que tu as eu cette envie, ce désir de publier aussi à la parole. C'est même lui qui m'a incité à ça. Tu m'as dit, ce serait bien que tu fasses un livre. Tu avais envie, et je me suis dit, tiens, il a envie, moi aussi. Donc, Le premier livre, c'est Épissure, que vous trouvez là-bas. Qui entre autres a reçu un prix dont je ne me souviens pas le nom. Le prix de l'Académie royale. Ah oui, c'est l'Académie royale, carrément. Et le prix Plissy. Deux. Les deux pour le même. Donc, il y a plus. Est-ce qu'il y aura encore un prix qui va rester pour celui-ci? Je ne sais pas. Mais le plus important, c'est le prix de la lecture, en fait. C'est quand on a envie de lire. Ah oui. Et on était content de ces deux prix aussi pour Épissure, parce qu'on sentait. On a vu aussi que ce livre a été sélectionné, comme on dit, dans plein de prix, en fait. Et donc, il a été lu. Ou alors, du moins par des gens qui ont dû faire semblant au moment de le lire, parce qu'ils ont dû se réunir ensuite en jury pour délibérer. Et c'est un livre qui a marqué. Et ce livre-ci, et c'est par celui-là qu'on va commencer ce soir, parce que je sais que Pierre, lui, a préparé une présentation de Ce sera pas long. Je vacille. Alors, toujours sur le fait de quelqu'un qui dit que ce serait pas long. C'est ce que disait souvent Fidel Castro des vous savez, les discours fleuves de Castro étaient quand même assez. La campagne électorale, mais ça bref. Il m'a promis que c'était moins que 5-6 heures. Donc, Non, ça va.
Je sais que Pierre aime bien développer un raisonnement, et son raisonnement, et l'enchaînement des ouvrages aussi. Pour Oui, lui, c'est ça, simplement dans l'esprit du livre, c'est tout, pour les pistes, Et les le choses relier. qui m'ont amené à... il est relié aux autres volumes aussi, et aux trilogies en cours, etc. Précédent. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère que ce soit lui qui en parle plutôt que moi-même. Alors, moi je vais surtout d'abord introduire Francesco Pitao. C'est comme ça qu'on prononce son surname, je pense. Pitao, Pito en français. Et en fait, j'étais très content de recevoir ce manuscrit-là, qui au début a un peu désarçonné le reste du comité de lecture. Et par contre, de mon côté, il a semblé comme une évidence, mais une évidence aussi qui était un peu influencée. D'abord, là où ce n'était pas influencé, c'est la qualité. La qualité du texte est là. Elle est présente, elle est forte, elle est simple aussi, peut-être un peu plus que dans l'épissure, quelque chose de plus direct, de plus émotionnel. Mais il se fait aussi que, tout en n'ayant pas exactement le même âge, avec Francesco, nous avons accompagné nos mamans dans leurs derniers moments, quasiment en même temps. C'était les mêmes périodes. Donc C'était 2 mois après, voilà. c'était ça, c'était 1 ou 2 mois. Quoi. C'était donc en parallèle. Et ce livre m'a replongé aussi dans cette période. Ce livre qui tourne autour On peut le dire. de cette figure et de ce manque. Et de ce manque profond, souffert, mais pas que. Donc on n'est pas que dans la souffrance. D'ailleurs, la couverture qui a fini par émerger, parce qu'il y a eu plein de projets de couverture, je trouve aussi à cette beauté du soleil du sud, avec cet orange et ces quartiers d'orange, et qui, d'ailleurs, il évoquait, les quartiers d'orange dans le texte vers la fin. Et alors, si cela ne spoile pas trop la chose, j'aurais aimé juste vous lire l'épilogue. Ça vous va? De toute façon, un livre de poésie. On peut le dire comme on fait. Voilà. Et un livre de poésie, c'est pas comme un polar, hein, c'est pas juste à la fin, tiens, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a tout un cheminement, évidemment. Et cet épilogue vous donne aussi. C'est un épilogue dans lequel je me suis absolument reconnu, parce que ça m'est arrivé plein de fois. Vous savez, quand vous êtes, je ne sais pas combien d'entre vous, je suppose que quelques personnes ont perdu la présence de leur père ou de leur mère, et il y a des réflexes qui sont là, hein, quand on est dans l'existence, dans le quotidien. Et par exemple, un des grands réflexes, surtout que autant des Italiens que des Juifs, je dirais, ou des Arabes, doivent absolument ne jamais oublier, c'est d'appeler leur maman après avoir voyagé, par exemple. Hein, quand vous faites un voyage en voiture ou un long voyage, si vous n'allez pas vous écrier, vous devez les rassurer, je suis bien arrivé, même à 2h du matin, 3h, je vous en veux pour toujours. Et vous allez comprendre pourquoi je vais lire ce texte d'abord, l'épilogue. J'ai failli t'appeler. Puis, il m'est revenu en mémoire que tu ne décrocherais plus le téléphone, qu'il sonnerait entre des murs vides dans une pièce glaciale envahie par l'hiver où les photos pâlissent dans des cadres ornés. J'ai failli t'appeler. Mais j'ai ravalé mes phrases, j'ai descendu l'escalier, j'ai évité le bloc noir du téléphone antique et me suis enfoncé dans les entrailles du canapé. J'ai occulté les mots qui se bousculaient dans mon esprit. J'ai lu quelques lignes de Sorrentino pour diluer cette soudaine tristesse, de plantes grasses et de sauce tomate dans la cuisine, embrumée de vapeur odorante. J'ai vraiment failli t'appeler. Et donc voilà, d'abord c'est beau. Et puis, quand je disais très personnellement, ça faisait énormément écho chez moi, c'est que encore aujourd'hui, après 3 ans et demi, c'est l'un des premiers réflexes que j'ai encore. Quand je fais un long voyage de Bruxelles en voiture, souvent je vais en Italie,
que j'arrive à Tchalvia, dans la maison de mon épouse, j'ai vraiment ce réflexe de prendre le téléphone et je dis mais non, elle n'est plus là. Hein, de dire voilà, il faut que je tienne au courant que je suis là. Non, je le dis autrement maintenant. Le téléphone ne sert plus. Est-ce que tu peux nous dire un peu du cheminement pour ce livre ton livre est sans doute quelque chose de personnel, mais celui-là a sans doute une teneur particulière pour toi. Pardon. Ben oui. Je veux dire, d'habitude, j'écris pas du tout comme ça en fait. Hein. J'écris plus. Mais je sais qu'après son décès, par exemple, ça n'a rien à voir, mais j'ai seulement supprimé la ligne fixe. En fait, je la regardais rien pour elle. J'ai supprimé il y a 2 mois. Moi, j'arrivais pas à la supprimer. Je me disais, une espèce de réflexe, je dis peut-être qu'elle va quand même appeler. Je sais que c'est pas vrai, mais bon, j'ai eu beaucoup de mal à supprimer cette ligne fixe. Eh ben, j'arrive pas à... C'est très curieux, parce que j'ai écrit un tout petit peu, j'écrivais un peu comme un zombie quoi, au début, vraiment. Il y a des choses qui sont venues comme ça, et puis je me suis rendu compte que ça s'organisait forcément autour d'elle. Et, mais pas seulement autour d'elle, c'était elle et son environnement, quoi. Voilà. Des choses qui me sont revenues en mémoire, des choses de quand j'avais 10 ans, des choses, mais un peu pêle-mêle comme ça, j'ai pas vraiment ordonné. Mais sauf autour d'elle, c'est une espèce de pivot comme ça. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'on a, moi en tout cas, j'imagine que toi aussi, on a tendance on a beaucoup organisé notre vie et on s'aperçoit en fait qu'elle était immensément là. Dans le titre, quartier-mère, il y a aussi quartier. Ouais. Et le mot quartier m'évoque quelque chose dont vous pouvez tâter aussi. La chaleur, la force et la beauté et l'humour. C'est celui d'un roman qui est là, de Francesco, publié par l'autre maison dont je m'occupe, qui est Maelstrom. C'est Longtemps et des poussières, où Francesco évoque le quartier. Donc il s'agit d'un quartier. Concrètement, on est à Charleroi, dans les environs de Charleroi. On va dire Charleroi, Morina. On pourrait croire d'être absolument, surtout dans les premiers moments, dans le sud de l'Italie. Et voilà, il y a ce quartier qui est ce chaudron, qui est cette matrice. Et donc, ce livre qui a eu un titre transitoire est arrivé à intégrer les deux finalement, à dialoguer avec ces deux. C'est exactement ça. Et en plus, il y a le petit jeu de mots avec le quartier maître, qu'on a à bord d'un bateau, et on s'aperçoit quand même que tout ça est régi par. Pour sortir un peu de notre personnel, parce que sinon, j'arrive pas. On s'aperçoit quand même qu'on est beaucoup régi par les femmes. Et je dis pas ça de façon. C'est très curieux, c'est un peu humiliant pour les hommes parce qu'on se rend compte qu'en fait on a un peu des pièces pas inutiles mais complémentaires mais un peu sur le côté et qu'en fait il y a beaucoup de choses, même le fait d'écrire, je vais raconter ça. Par exemple ma mère quand j'étais petit, elle me parlait toujours en italien mais avec des rimes. Elle avait cette espèce de manie comme ça de me parler en rime ou d'improviser des chansons. Voilà. Et après, ça m'est revenu beaucoup plus tard, hein, parce que sur le moment, moi j'ai essayé de lui répondre comme ça aussi. Et je me dis que ça a été un peu le moteur de l'écriture, comme mine de rien. Donc ça a été très important pour moi, puisque c'est quand même ce qui m'occupe le plus de temps. Et voilà. Quand on parle de langue maternelle, là, je vais dire, là, ça joue vraiment son plein sens. Quoi. Voilà, elle avait un goût pour les mots, donc ça m'a été transmis. D'ailleurs, quand je parle d'elle, des fois ça me manque un peu les mots. Il me manque un petit peu parce que
c'est mon père aussi, ça a été triste hein, quand il est mort, c'est pas ça, mais je veux dire, c'était un autre rapport. C'était un rapport forcément moins charnel, avec une distance, aussi parce qu'il a la figure du père qui est avec la mère, c'est autre chose. C'est quelque chose qui nous nourrit d'une façon plus intime. Et quand j'ai commencé à écrire ça, en fait, il y a tout cet environnement-là qui s'est réveillé. C'est pas seulement elle, tu vois, c'est ça que je voulais dire. C'est elle, mais avec tout ce qu'il y avait autour, les façons aussi qu'elle avait de déterminer le monde, d'appeler le monde, de désigner les choses. Forcément, j'ai reçu tout ça, quoi. Et quand je me suis mis à écrire, voilà, c'est revenu comme ça, elle et le monde tout autour. Je ne pouvais pas parler que d'elle, parce que ça aurait été... parce que c'est pas que ça, quoi. Voilà, tout simplement, parce que c'est pas que ça. C'est quelqu'un qui forcément, c'est ma mère, donc ça a apporté plus que simplement d'être là. Là aussi, elle m'a apporté aussi une vision du monde tout autour. Donc ça s'est organisé comme ça, mais ici j'essaie de le formaliser, mais c'était pas aussi clair dans ma tête. J'ai commencé à écrire et puis voilà, c'est venu peu à peu, ça s'est aggloméré. Et l'épilogue, c'était vraiment l'épilogue. Je ne l'ai pas écrit au début, je l'ai écrit vraiment à la fin. Tout d'un coup, je me suis dit, bon, en fait, j'ai terminé ici, et puis il restait juste ça, le téléphone qui était silencieux. Bon, et je crois qu'il va le rester longtemps, malheureusement. C'est très compliqué de pouvoir intellectualiser quelque chose qui n'est pas à la base, en fait. À la base, c'était pas ça, alors que par exemple, les fissures, c'était un peu plus construit, c'était un peu plus cérébral, même s'il y avait des choses, forcément, je suis pas quelqu'un qui construit d'une façon purement cérébrale, mais ça l'était quand même. Et qu'ici, non, tout ça s'est organisé d'une façon très... J'ai dit que c'est rentré en gestation presque tout seul, quoi, malgré moi. Ça fait presque curieux à dire ça, et je l'ai vraiment écrit à part un texte que j'ai déplacé, je crois que j'ai laissé tout dans l'ordre, comme ça, comme c'est venu. Les textes sont numérotés en chiffres simples. En chiffres romains. Et il y en a 92 plus 1. Parce qu'en fait, elle est morte en 92 ans. Tout simplement. J'ai fait mon 92e et je me suis dit, voilà, j'ai tout raconté, j'ai mis tout ce que j'avais à mettre. Mais on sent comme une traversée dans ce texte, hein, donc comme s'il s'agissait, et c'est peut-être aussi ça la différence dans l'autre recueil, dans les autres recueils, c'est ce que j'ai ressenti du moins, c'est qu'on avait affaire à un long poème en fait, hein, qui arrivait comme ça par bride, par morceaux, numéroté, ok, mieux qu'aurait pu très bien voilà, se développer du début à la fin comme un seul texte. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai pas mis de titre au texte. Parce que c'est vrai, c'était un long parcours comme ça d'une traite. Quoi. Alors, il y a une question alors, purement, je dirais presque graphique, parce qu'elle a bouleversé, elle a surtout gêné certaines de nos relecteurs ou relectrices, correctrices et correcteurs. Il y a parfois le fait que tu coupes un mot en deux en passant la ligne. Comme voilà, à l'arrêt de l'autobus. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu faire avec ça en fait? C'est un peu comme quand tu as le souffle coupé. Quoi. En fait, c'était ça l'idée. Enfin, l'idée, c'est venu comme ça. Hein. Je me suis dit, tiens, il y a des fois, comme si j'avais. Comme pour donner des accidents, parce que je voulais pas que ce soit trop fluide non plus. Et là, c'est vraiment comme quand j'étais à bout de souffle, je coupais. Quoi, voilà. Après, il y a des cadences aussi, il y a quand même une question on mesure tout ça un petit peu après. Hein. Après le premier jet, on essaie un peu de maîtriser un peu la chose. Et donc, des fois, j'essaie de mettre un côté, ça me coupe le souffle. Quoi. Voilà, j'ai envie d'un coup, comme s'il y avait un accident dans le texte, et aussi dans la manière, pour que ce soit pas trop fluide. Quoi. Le côté fluide m'embêtait parce qu'il y avait j'avais peur de tomber dans le lyrisme. J'avais pas envie de tomber là-dedans, parce que c'est pas mon truc du tout. Après, il y a des gens qui font du lyrisme, j'aime beaucoup, hein, mais moi, c'est pas
Et je me suis dit, tiens, j'ai peur de tomber là-dedans. Donc il faut créer quelque chose, un accident, une surprise, pour ne pas avoir une espèce de ronron de la langue aussi. Ça nous vient facilement. Quand il y a une espèce de ronron instinctif de la langue, les petits suites, par exemple, il y a tout le temps. Donc c'est ça, quoi. J'ai essayé un peu de contrebalancer ça, quoi. Je sais qu'on il m'a fait la remarque plusieurs fois. Il y a aussi alors une constance qu'on retrouve aussi dans votre texte, mais ici en plein, c'est cette sensualité quelque part et ce côté imagé. Quand tu es un homme de l'image aussi, ce que tu dessines, bon, c'est pas quand tu travailles pour la jeunesse, c'est pas seulement au niveau du texte, il y a aussi dans le dessin, quand tu es à l'œuvre. Et ici, voilà, c'est là aussi par éclat de lumière, des images qui nous sont données, mais des images que l'on sent, que l'on connaît, que l'on peut goûter. Le quotidien aussi, quelque chose que tu as développé aussi J'aime beaucoup ça. dans ton travail de façon générale. Mais comme ici, après je te laisserai lire ou choisir des textes. J'ai lu l'épilogue, je vais lire le premier, s'il vous plaît. Elle balue les feuilles mortes et le sable d'Afrique apporté par le vent. Ses pieds sont très blancs, dans les mules rosâtres à pompons. La journée a commencé avec l'odeur du lait bouilli et du café qui crame. Elle balaie les feuilles et les grains de sable, planète minuscule. Je vais essayer de lire quelques extraits de ce que tu veux. Je vais le deuxième. Il pleut sur la terre rouge. Les pantalons sont guinés de sang. L'été, automne roule sur les toits. Oh, c'est beau, penses-tu, hébété. Une jeune femme court, courbée, sa veste relevée sur son cou. L'odeur de la pluie est immense et prend dans ses bras le monde entier. Du soleil. Au milieu des oliviers, un carré de tomates, petite et de forme allongée, luisante, gorgée de jus qui dégouline sur le menton et sur la chemise, en laissant des traînées plus sombres. J'ai planté les dents avec vigueur dans le corps d'une de ces tomates. Elle a fait exactement ce que j'attendais qu'elle fasse. Oui, par sensualité, j'entendais aussi la sensorialité, pas seulement le... Ah bon. Avec des gestes précautionneux, il prélève le pistil de chaque crocus, qui n'embaume que lorsqu'on le froisse entre les doigts, délicatement. Alors l'odeur du safran s'épand, et on reste un peu étourdi. Il faut partir, la fraîche s'efface, et nous rentrons par la route dorée. Bon, ça c'est... Bon sang que jeûne vers les 20h30, l'été, quand le soleil couche les ombres jusqu'à l'infini, traverser la campagne au volant d'une voiture, vitre baissée, et m'abandonner à l'air chaud qui s'engouffre, chuintant, mêlant les odeurs du blé à celles de la terre en pleine exaltation. Je resterai des jours entiers à m'enfoncer toujours plus avant dans le paysage, comme un boulanger enfonce ses doigts dans la pâte à pain, à faire éclater des querelles de corbeilles d'un coup de klaxon, alors que le soleil s'étire dans le blé oblique. Donc voilà, c'est une sorte ce soir. À vos souhaits. Et donc viennent juste d'être, donc ils sortent officiellement peut-être la semaine prochaine. Et en fait, juste avant de passer à Pierre, ton regard, je commencerai Pierre par te demander le regard que tu peux avoir
sur Cathy-Mer, parce que faisant partie du comité de lecture, tu l'as aussi lu. Mais avant de poser des questions, je voulais juste insister sur une chose, c'est que la poésie peut avoir longue vie, en fait. Et même dans ce monde qui perd de beaucoup de repères d'évidence, même dans les librairies qui sont soumises souvent à des pressions très fortes avec les nouvelles arrivées et tout, la poésie c'est quelque chose qui arrive à survivre un peu plus longtemps, à pouvoir être acheté ou racheté ou circulé ou être partagé, parfois même des années après la sortie d'un livre. Chose qui arrive malheureusement très peu ou pas du tout aux romans, qui après, donc les libraires, tout ça, on donne entre 1 mois et demi et 3 mois de chance à un roman pour exister aujourd'hui. C'est triste, hein, surtout quand on connaît, quand on sait le nombre de romans importants ou fondateurs qui ont fait nos lectures et qui ont fait notre personne. Donc ici, je sais que je parle à un public sensibilisé ou averti, mais à travers le monde du live Facebook, on ne sait jamais qu'il y en a d'autres qui... Mais là aussi, c'est un public averti, c'est ceux qui suivent ma page. Mais je pense que c'est important de pouvoir communiquer autour de soi l'importance quand on a trouvé des romans importants, d'en parler, en fait. Parce que, je suppose que vous êtes des lectrices et lecteurs, que vous ne lisez pas que de la poésie. Donc, s'il y a de la prose que vous lisez ou des romans que vous lisez qui sont importants pour vous, partagez-le. Partagez-le même avec votre libraire, si vous en avez, pour qu'il ne le jette pas, enfin, pour qu'il ne le renvoie pas à l'expéditeur après 1 mois et demi, 3 mois. Je dis ça en repensant parce que, en parlant de ce livre, inévitablement, je repense à Longtemps et des poussières, le roman de Francesco, qui est d'une pure jouissance, et que je vous conseille vivement de lire et de découvrir. Ça raconte un peu beaucoup quand même ton enfance et adolescence. Il y a pas mal. Et c'est un festin, en fait. Un festin de sensations, un festin de dialogue, de réalité simple, d'interaction entre tout jeunes et adultes, entre ados et adultes, et puis même les ados qui ont un peu grandi et puis qui regardent derrière eux sur tout ce qui a disparu, de la réalité qu'ils ont connue. Voilà, pour moi, il y a des romans qui restent autant valables que de la poésie, et il ne faut pas les oublier, même si le reste, le marché, lui a tendance à le faire. Pierre. Disons, pour répondre à ta question, je crois que le parcours de l'entrée de Francesco en poésie se fait relativement tardivement. Et à la parole, c'était son premier livre publié. Et j'ai envie de dire quel livre, parce qu'il est arrivé, ça nous est tombé dessus, et puis non seulement il a eu des prix, mais pour moi c'est un grand livre. Alors je vais simplement être très bref. Évidemment, après Épissure, c'est très difficile d'enchaîner. Ça, c'est parce que je trouve que Épissure est un très grand livre, très beau livre de poésie. Et moi, ce que j'admire chez Francesco, c'est qu'il rend, rien que par la force de son écriture, de son approche, le banal extraordinaire. Et il le fait très bien. Et je crois que c'est une des choses les plus difficiles à faire, et dont je suis incapable, et donc je suis admiratif de cette qualité dont a Francesco. Et je trouve que nos livres se complètent parfaitement, parce que moi j'ai une approche à partir des outils que je possède, etc. Et Francesco dit presque finalement la même chose, alors que vous pourrez croire, si vous feuilletez tout à l'heure les livres, c'est tout à fait une approche différente, mais à peu près on est dans la même, ça j'en parlais un peu tout à l'heure, dans la même approche de rendre le banal extraordinaire, le quotidien, beaucoup moins banal qu'il en a l'air, et c'est le voir tout en nouveauté finalement chaque fois. Et là, c'est une des grandes forces et des qualités, et là je suis admiratif de Francesco. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à l'approche pour l'instant.
Il y a chez toi, par contre, Pierre, une recherche de l'extraordinaire. Oui, c'est une Il y a phrase que je voulais. On va passer à Ah ouais, non, oui. Parce que voilà, l'avant-dernier, c'était ici. Ouais, c'est ça. Et là, on est ailleurs, on est là. Donc d'ici à là, il y a un chemin. Voilà, ouais. Mais il y a la merveille d'être en même temps. Hein, En fait, le titre plaît beaucoup pour la chose. Parce que d'habitude, ce qu'on fait, on essaie toujours avec Cathy de trouver des titres pour les Oui, soirées, c'est ça, quoi, on oui. essaie de mélanger les titres des livres. Là, c'était impossible. La merveille d'être avec Quartier-Mère, ça ne se mélangeait pas au niveau d'un titre d'une ouais, soirée. c'est ça, Donc on a dit on va faire ça, on tombé va sur mettre une la merveille d'être voilà. là. Donc c'est une merveille d'être ensemble ici ce soir. Tout d'abord, merci pour votre présence. C'est précieux. Mais simplement, saluer la présence de François Thomas qui a signé, qui est là-bas derrière, qui a signé, fait le plaisir de signer la dessin collectif, l'administration collective. Alors simplement, quelques mots sur le livre pour vous donner un peu, en donner l'exemple ligne. Préciser que je n'ai pas la science infuse et tout ce que je dis sont des approches, des sensations, des choses qui me tiennent à cœur. Ça ne va pas plus loin que ça, ce ne sont pas des vérités absolues. Alors ce livre, La merveille d'être là, il est un peu dans la continuité du précédent livre qui s'intitulait, comme David l'a dit, Ici. C'est-à-dire qu'il dressait, il déroulait en 3 temps. D'abord, il dressait un constat, et celui-ci aussi, donc je poursuis la réflexion que j'avais entamée avec Ici. Un constat, c'est qu'on a tout à découvrir d'une vie qu'on ne sait plus voir ni entendre. En fait, on est englué, c'est pas pour revenir avec un discours de vieux 68 heures, mais on est englué dans une société capturée par des tas de slogans, par le capital, par l'argent, etc., qui nous éloigne un peu de l'essentiel de l'existence. On vit en fait quelque part dans des prisons sans barreaux, on a l'impression qu'on est libre, mais en fait, on agit souvent comme on nous le demande. Et il y a une phrase d'ailleurs qui m'a toujours marqué, je ne sais pas d'ailleurs de qui elle est, qui dit « Notre vision du monde est partielle et ne repose bien souvent que sur des a priori que nous ont transmis les traditions, l'histoire et les autres. » Donc quelque part, on vit dans l'ignorance, c'est un constat que je dresse, on vit dans l'ignorance de soi et des autres. Avec une question, ça m'a fait sourire quand je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans un bouquin, une question, y a-t-il une vie avant la mort? Existe-t-on vraiment quelque part? C'est un peu, voilà, j'ai creusé un peu là-dessus, maintenant voilà, je trouvais ça intéressant comme question, j'ai lu ça dans un livre, je ne saurais pas, je pense que c'est un livre de Sylvie Germain, mais c'est pas elle qui a écrit ça, enfin, peu importe. Voilà, donc il y a un constat, ce constat qu'on vit souvent, on vit dans l'ignorance de soi et des choses. Ensuite, il y a une invitation. C'est l'invitation à virer justement tous les a priori, les croyances qu'on peut avoir en général, pour laisser la vie beaucoup plus vaste que nos vies, que notre petit ego, prendre la parole et nous imprégner. Et voir finalement le réel tout en nouveauté. C'est déjà quelque chose que préconisait Baudelaire. Donc, voir le réel tout en nouveauté. Parce qu'ici, rien ne va de soi, rien n'est inerte, tout est toujours en mouvement. Et on a tendance parfois à l'oublier et à essayer de rester dans le contrôle des choses, dans la maîtrise. On veut plutôt, on prend l'univers comme une ressource, le monde comme une ressource à exploiter, la nature comme un stock à épuiser jusqu'à la fin, voilà, jusqu'à l'épuisement. Alors que ce sont l'univers et la nature, ce ne sont pas une donnée, c'est un don. Un don, et ici on est invité, donc on fait partie de l'ensemble et on a justement à s'étonner. C'est plutôt ça que je disais, à trouver le banal, à voir le réel tout en nouveauté et à s'étonner encore simplement du simple fait d'être vivant, d'être là. Et ça, on trouve, je crois que si on commençait déjà par là, moi je peux bien en prendre de la graine aussi, parce que souvent on passe plusieurs étapes, mais s'étonner, le fait ne fût-ce qu'avoir été ici un instant, mais unique, c'est quelque chose et ce n'est pas rien. Et ça, c'est ce que j'essaye un peu voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur, en tout cas, que j'essaye de traduire en mots dans ce livre, qui est une suite justement de Ici. Et donc, un constat, on vit dans l'ignorance de soi et des choses, une invitation à voir le réel tout en nouveauté, et alors, un hommage à la vie
il y a la poésie, à la poésie, puisque c'est l'intitulé des soirées. Et là, on va passer en l'autre. Je trouve très beau le nom, le mot poésie. Et donc ici, j'avais rendu hommage à la poésie à travers une citation de Guillevic, quand on lui demandait quelle philosophie de vie lui avait initié la poésie, il avait dit, en 75 ans de pratique, il avait dit, moi comme philosophie de vie, la poésie m'aura appris simplement à aimer. Aimer les êtres et les choses, aimer la vie. Vivre en communion avec le monde. Je trouvais cette réponse qui disait mieux en quelques mots que tout ce que j'avais essayé de dire en plusieurs formules. C'est très simple, mais c'est tellement vrai. En tout cas, ça me parlait beaucoup. Et quand on lui demandait de définir la poésie, il disait la poésie ne se définit pas. On la vit ou on ne la vit pas. Et la vivre, c'est vivre en communier avec cette vibration qu'on appelle la vie. Et là, je me sens tout à fait en phase avec cette définition. Et donc, je voulais, voilà, c'est pas long, hein, j'ai pas 5 pages. Il y a simplement, je vous ai parlé des slogans dont on est abreuvé à longueur de journée, qui nous font un peu, qui nous écartent un peu de ce que nous sommes, qui capturent un peu nos énergies. Et je voulais dire un tout petit texte de Jacques Riquelion, dont on a parlé il y a la dernière séance. C'est une manière de lui rendre un petit hommage. Et c'est un texte, il parle d'un livre qui s'appelle L'Indien de la gare du Nord, un livre publié dans les années 80, qui a été réédité, qui vient d'être réédité en 2022 par l'Académie, et qui est édité ici, donc qui a édité une partie de l'œuvre, et ça a été présenté par Éric Brognier le 29, si je ne m'abuse. 27, pardon. Et donc, en parlant, je cite le poète Jacques Riquelion qui parle de ce livre, L'Indien de la gare du Nord. Il dit « C'est un récit d'aventure, celui de la poésie quand elle se refuse à demeurer plus longtemps dans l'exil décoratif, rassurant du musée de la littérature. C'est la rébellion de l'homme classé, répertorié, vidé jour à jour de son âme sauvage, comblé jour à jour de la boue des slogans, et qui fait le grand nettoyage en lui et autour de lui. » Voilà, ça c'est simplement une manière de rendre hommage à Jacques Riquelion et en même temps à illustrer un peu mon propos du constat du fait qu'on soit abreuvé de tas de choses qui nous écartent un peu de ce que nous pouvons être, de ce que nous sommes vraiment. Et alors, pour la deuxième, il y a une autre citation qui m'intéressait beaucoup dans le fait de s'étonner devant ce qu'on appelle le banal ou le quotidien. C'est une toute petite citation de Francis Picabia, qui est un peintre qui a sévi dans les années 20, ça ne nous rajeunit pas, mais qui a fait partie du mouvement dadaïste surréaliste, pour ceux qui voient, qui dit « Il y a moi et quelques amis qui avons l'amour de la vie que nous ne connaissons pas et qui nous intéresse à cause de cela. » Voilà, donc ça, c'est aussi très simplement dit et très très bien dit. Et alors, pour prolonger cette réflexion, parce que, comme je vous ai dit, la considération dans ici, la citation de Guillevic illustrait un peu mon livre. Ici j'essaie d'aller un tout petit peu plus loin, et je reviens toujours un peu à Jacques Riquelion. Et il y a deux phrases, en fait, qui peuvent résumer l'esprit de mon livre. C'est d'abord, la première, c'est pas d'art plus grand que celui de vivre, et la plus grande chose que nous ayons à vivre, c'est l'amour. Je vais commencer par ça parce que l'amour, c'est un mot, et dans un texte, justement, je reviens encore à Jacques Riquelion, une manière de le célébrer une fois encore. Et quand il parle de l'amour, il trouve que justement, l'amour, le bonheur, etc., ce sont des mots qui sont galvaudés, qui sont à la limite devenus, entre guillemets, ringards, hein, l'amour. Et pour lui, justement, il cherchait, pour lui, c'était pas du tout ringard, c'était très important, et il déclinait l'amour en 3 temps. Il y a d'abord, et ça je trouvais ça intéressant, en même temps ça me parle beaucoup, c'est l'amour comme forme de révolte, au sens où on entendait les surréalistes bretons, Soupeau, etc. On savait que les surréalistes n'étaient pas les derniers à lancer un pavé dans la mare de la bêtise ordinaire,
des conformismes. Et Jacques Riquelion lui croyait encore à cette force de l'amour comme forme de révolte. Je trouvais ça assez sidérant et ça m'a boosté. Parce que il faut dire que Breton, les surréalistes, c'est peut-être Henri Breton, c'est peut-être un des poètes qui m'a permis d'entrer en poésie, et en tout cas de trouver dans la poésie quelque chose qui pouvait me porter, en tout cas me sortir de certains enfermements, etc. Et donc je trouvais ça intéressant que Jacques Riquelion revienne comme ça avec cet amour, la manière dont concevaient les surréalistes à l'époque, et qui n'est pas du tout ringard, évidemment avec le temps, avec les analyses critiques, etc., on a beau faire d'étouffer tout ça, mais c'est une valeur énorme. Donc le premier temps, cet amour comme forme de révolte. La deuxième, l'amour qu'on connaît, c'est-à-dire l'amour qu'on peut porter à une personne, à d'autres personnes, etc. Et la troisième forme de l'amour, et ça, je trouvais ça très intéressant, je cite toujours Riquelion, c'est l'amour universel. Et il continue, il dit l'amour universel, cette force spirituelle qui donne force à la vie. Et on sait que Jacques Riquelion aimait beaucoup la montagne, l'alpinisme, avait une grande fascination pour les arbres, hein, toujours le signe, c'est le symbole de l'existence, de la vie en devenir, le lien du ciel et la terre. Et il avait le grand souci de mettre de la verticalité dans un monde qui vénère l'utilitaire et l'horizontalité quelque part. Et donc ces trois temps de l'amour, voilà, je trouvais ça une manière originale de les envisager. Et dans mon recueil, c'est un peu cette manière cette approche, en tout cas, que dont j'essaie de parler un peu, d'approcher, etc. En tout cas, ça me parle beaucoup. Et la deuxième chose, c'est évidemment pas d'art plus grand que celui de vivre. La poésie est un art de vivre, une manière d'être, d'aller vers une autre manière d'être. Il y a plusieurs définitions. Voilà, la définition qui me convenait, c'était celle de Biovic, qu'on n'a définie pas. On la vit, on la vit pas. La vie, c'est vivre en communion avec cette vibration qu'on appelle la vie. Mais il y a aussi d'autres définitions. Christian Aubin parle de parole aimante, parole amoureuse. Ça, j'aime beaucoup aussi. Lisette Lombay parle d'un rapport au monde, d'une sensibilité et d'une manière d'être poreux à la beauté, tout simplement, des choses. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup aussi, c'est que la poésie est plus dans l'enthousiasme qu'un art littéraire. Là, je suis tout à fait en phase avec ça, c'est quelque chose qui porte et qui va bien au-delà des mots. Donc, quelque part, c'est un peu, voilà, c'est trois temps. D'abord, le constat de l'état dans lequel on est, l'invitation à s'étonner encore du simple fait d'être vivant, et alors une ode à la vie. Et c'est ça que j'essaie de célébrer, c'est en tout cas le fait de dire que vivre est une chance, que chaque moment de vie est un miracle, et c'est une ode à la poésie qui n'est pas une petite chose, comme Riquelion l'a dit tout à l'heure, quelque chose qui est du ressort du décoratif, ou simplement un bel exercice de style, mais qui est simplement l'expression de la vie intensifiée. Et donc ça, c'est toutes des choses que j'ai en moi et voilà, qui me parlent beaucoup. Et je vais terminer par deux petites citations, parce que je crois que je ne vais pas vous enlever, voilà, qui illustrent, comme je l'ai fait tout à l'heure, mon propos. Et il y en a un, deux. Attendez, je vais terminer par une citation de Riquelion. Il y a d'abord celle de Georges Perros, parce que j'ai oublié de dire, la poésie c'est une manière d'habiter, de s'habiter, d'habiter le monde. Et donc Georges Perros, ceux qui connaissent, il a publié une série de fragments, c'est un homme qui vient du théâtre, c'est un français, écrivain français, il a écrit une série de petits fragments qui s'appellent Papier collé 1, 2, 3, dont je recommande, parce que là c'est du grand art. Mais voilà. Donc il dit tout simplement, le plus beau poème ne sera jamais que le pâle reflet de ce qu'on appelle la poésie, qui est une manière d'être, ou dirait l'autre, d'habiter, de s'habiter. Alors je termine par
un petit texte de Jacques Riquelme, pour une dernière manière voilà, d'évoquer sa mémoire. L'art, la poésie servent à vivre, à aller à l'essentiel de la vie, à tenter d'être heureux, de nous libérer de tout ce qui nous brime, nous étouffe. La poésie, c'est l'approche du réel, son chant. Voilà, donc c'est une manière de rendre hommage à Jacques Riquelme. Et simplement, je terminerai en disant, voilà, ce livre est donc, ce que je vous ai dit là, une ode à la vie, une ode à l'amour, pour faire court, et simplement dire que vivre est une chance. Et donc je célèbre le miracle d'être en vie, en essayant avec quelques mots. Voilà. D'où la merveille d'être là. Voilà. Merci. Je vais lire le texte. Il dirige tout. Moi, je suis plus. C'est prévu. Français. C'est prévu. Mais avant que tu nous donnes à entendre certains textes, pour donner une idée de parce qu'il y a le vivre poétiquement, qui est d'ailleurs l'objet je pense, de toute l'action que nous essayons de mener depuis des années avec les différents collectifs que j'ai la chance d'accompagner. Si je parle du vivre poétiquement, c'est aussi parce qu'on en a parlé récemment avec Gaëtan Saint-Rémy, qui est un cinéaste bruxellois, qui depuis 2007 filme tous nos agissements lors du festival à Bruxelles. Et depuis lors, on se dit on va faire un film, on va le faire ce film. Vous voyez, on est en 2007, 2024, ça fait déjà 17 ans qu'on va faire ce film. On le fera peut-être un jour. Mais on sait que l'axe de cela, c'est plus que la poésie ou les poètes, c'est le vivre poétiquement. Et dans le vivre poétiquement, il y a aussi simplement le vivre en fait. Et quand on est asciugati, comme je disais en italien. Desséché. Ouais, desséché, ouais, c'est violent, desséché. Asciugati, c'est pas non violent, mais c'est moins violent. Mais on est desséché par nos systèmes de vie entre électronique et dépersonnalisation et autres. Il y a par exemple ces rituels qui sont rares, qui sont devenus rares, dont Rosemary aussi est autrice parfois, dont Pierre l'est absolument régulièrement. Vous savez ce que ce sont les cartes postales et les lettres? Ça vous dit quelque chose? Carte postale, lettres. Lettres. Alors c'est un email mais en papier. Ça me dit, il manque quelque chose. Et en fait, autant je pense à toi Rosemary, parce que souvent, autour de l'anniversaire de notre fille, elle a dit à moi, Joya, tu as c'est un bonheur de recevoir ce petit courrier pour fêter cet anniversaire, souvent avec une photo d'ailleurs de plantes ou de fleurs. Et j'ai encore retrouvé, en fait, pas plus tard que l'autre jour, quand je faisais du ménage un petit peu à la maison. Voilà, on reconnaît la personne qui connaît les hommes. Un petit peu, soyons modestes. On ne peut pas dire que j'ai fait vraiment beaucoup de ménage. Mais en faisant un petit peu le ménage, j'ai pu retrouver cette dernière lettre envoyée pour les fêtes de fin d'année, en fait. Où Pierre, c'est quoi, 2 fois par an, je pense que 2 ou 3 fois par an, que Pierre m'envoie une lettre, alors qu'il, de temps en temps, il écrit aussi des mails, hein, donc c'est pas des emails. Et ça, parce qu'on parlait de Jacques Riquelme, non, avec Jacques Riquelme, ou Gaston Pompère, qu'on avait évoqué aussi à l'époque, parce qu'Aurélien Denis, qui a fait la télé en janvier, autour de Jacques, évoquait cet échange épistolaire. Et il y a cette dimension unique, finalement, unique parce que elle a pour vocation au moins un petit temps, le temps de la lecture réelle et le temps de quelques jours que ça traîne là quelque part, jusqu'au moment où on range, où cette humanité-là nous accompagne en fait, où cette intention en fait nous accompagne. Donc ça presque indépendamment de bonheur, si c'est que des bêtises qui sont écrites dedans, c'est autre chose. Maintenant, c'est pas des choses hyper
intellectuels qui sont écrits dedans, mais c'est juste cette marque d'intention, comme ça, de dire tiens, il y a ceci, cela, encore merci pour cela, tiens, j'ai pensé à ça, ou allez, c'est bien qu'on continue de se battre pour ceci ou cela. Et c'est quand même vachement plus durable en soi que les WhatsApp, les messages autres que l'on peut recevoir à longueur de journée. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de te rendre hommage de ton vivant. Ton vivant. J'ai pu examiner par le bus en sortant. Pour célébrer la vie, la merveille voilà. C'était de dire, voilà, n'hésitez pas à donner votre adresse postale à Pierre, comme ça vous recevrez des lettres de temps en temps, peut-être, s'il a envie de nous envoyer. Et on va entendre maintenant. J'ai un ami qui m'a fait le coup, qui est prof, qui est ici, je vous des dates aussi, il m'a dit qu'il disait à tous ses élèves, il en a, on a vu une centaine, d'écrire à Pierre sur Encore aujourd'hui, le soleil luit, le jour recommence, s'enroule et se déroule à l'infini dans la mémoire des pierres, couvre une beauté qui grandit dans les blés et pose son grain de folie entre les pages de ma vie endormie. Ressasser le poème à maintes reprises dans la bouche, le mastiquer en silence, et le regard tourné vers un arbre, devenir tout autre chose que soi-même, se nouer à l'infini d'un temps dont le geste invisible et volant défie les évidences trompeuses du jour. Seul, assis à l'écart dans le bosquet de bambou, j'entends le torrent creuser le cœur du roc. Une grande main de lumière battre le rappel d'un mot, suggérant qu'à l'intérieur de son énigme, quelqu'un marchera aujourd'hui, refusera de dire son nom et mettra son espérance dans un langage qui avance dans l'ignorance de tout. Un carnet de notes à la main, j'attends que le monde m'apporte des nouvelles, que son arbre pousse en moi, donne des fruits, secoue le sommeil de mes yeux et ouvre en mon être qui se croit achevé une béance. Que faire de ce moi assis devant la fenêtre, sinon multiplier les voies de respiration, accorder une place à ce corps qui me fait savoir chaque jour que je ne manque de rien, que je n'ai plus de temps à perdre et que c'est le moment de me sentir vivant. Méditer, c'est respirer, retourner au corps, accepter qu'un autre que soi nous lève une voix qu'on ignore et fasse jaillir de nos yeux un grand besoin d'être et d'aimer. Dans le pointillé de respiration légère, je me retrouve enfin. Sillonne les plaines de tout ce qui demain n'aura plus toute sa tête, se déprendra de toutes choses, fera ses premiers pas dans l'invisible et mettra toutes ses forces dans la bataille pour faire de moi un homme qui ne s'habitue pas. Deux derniers. Au bout de la jetée, la vie agite son mouchoir blanc, me sourit, pivote sur son axe, me fait sortir de moi par une porte dérobée, et pour une raison inconnue, balbutie en mon être la grande folie d'aimer. Et le dernier,
J'écris, c'est vrai, mais pas comme je respire. Respirer, c'est autre chose. C'est se confronter à la réalité d'un chemin où tient conseil le grand miracle d'être en vie. Voilà. Merci beaucoup. Francesco, tu voudrais rajouter quelque chose à propos de Carteret? Donc, Est-ce que tu as envie de nous lire un ou deux derniers poèmes? Ouais, je suis dans On va passer à Alice. Oui, qui dit J'ai une Ouais. question. le quota télévisé. Tu peux? Ouais. Tout à l'heure, on a entendu que ta mère parlait en vers, en italien, ouais. Bon, ça. en sarde. En sarde, beaucoup. Ah, Pardon. Et comment se fait la traduction en sarde vers le français? Ça a influencé ou abandonné ou... Oui. Oui, ça a beaucoup influencé en fait. Ça a beaucoup influencé, mais il n'y a pas longtemps, il y a une amie qui est d'origine italienne, Sarah Capoccioni. Elle m'a fait un petit MP, un petit message privé en me disant c'est curieux quand je lis tes Ça, textes. c'est une lettre envoyée par Messenger. Ouais, c'est un truc moderne. Et elle m'a dit tiens, c'est curieux, tu écris vraiment avec une rythmique italienne. Ah oui. Et je pense que c'est vrai. Voilà. J'ai des rythmes intérieurs qui sont, à certains moments, quand je commençais à écrire, je regrettais même de devoir mettre certains mots français, alors qu'il y avait un mot italien ou sarde qui sonnait mieux, par exemple. Et je me disais, c'est dommage, il n'existe pas en français. Alors, je faisais des acrobaties Oui, pour essayer d'avoir le même effet, mais en français. Quoi. Tu penses en italien avant d'écrire en français. Alors, moi, de toute façon, j'ai appris le sarde et l'italien avant d'apprendre le français. Voilà. Rio, Quel âge c'est avais-tu pareil. quand tu as commencé le français? Dès que je suis rentré à l'école maternelle. Quoi. Mais sinon, avant, j'entendais parler que l'italien chez moi. Et quand je suis rentré à 3 ans à l'école, je comprenais quand même parce qu'il y avait des voisins, des choses comme ça, mais je parlais italien, je parlais italien spontanément. Quoi. Donc tu n'as jamais été monolingue. Non, jamais. Et après, j'ai même rajouté le picard. Tu vas bien me dire que tu te vises Picard à cette heure. Ouais, et comment Ah, bah, si. Ah ouais, Mais Darius que Mais j'étais dans mon quartier, on parlait que ça. Hein. Darius que t'es la Picardie belge. Oui, mais quand je dis picard, c'est le Hainaut, c'est Mons, tout ça. Mons? Ouais. Ah ouais, tellement. Ah mais les chutes Beaudour. Moi, de Glen. Bien. Ah ouais. Le bois de Bordeaux, je l'ai traversé Ça Beaudour, 158 fois. c'est juste à côté, hein. Ah oui. Voilà. Veuillez nous excuser. Pourrait changer en tout pour vous donner une idée aussi justement parce qu'on parle du sarde et du sarde, mais les gens qui ne sont pas coutumiers, disons, de l'italien n'ont peut-être pas une idée de ce que c'est le sarde en fait. C'est une autre langue. Oui, c'est vraiment une autre langue. Ah Donc, oui. et disons que pour vous faire une idée, pour les francophones ou les françaises, les français, la cadence du sarde, et c'est ce qui fait que ces deux peuples sont assez proches, leur drapeau est assez éloquent pour ça, c'est la même cadence que le corse en français. Vous prenez la cadence du corse en français, vous avez exactement, enfin, plus ou moins, la même cadence du sarde en italien. C'est ce qui fait que les Italiens adorent se moquer des sardes à cause de ça aussi. Et donc, c'est une cadence très reconnaissable. Oui, c'est comme ça, c'est très haché. Et bon, ça m'a sûrement influencé aussi. Quoi. Ce côté très marqué. Il y a un rythme dans le parler comme ça, qui est marqué quand on entend parler italien, un sarde italien, tu repères tout de suite. Ah ouais, c'est clair. Alors que c'est pas une question d'accent, c'est vraiment une question de rythmique. Et le mystère, c'est comment Francesco et Rio étaient si grands amis.
Alors que les Alors Sardes que et les les Sardes et les Siciliens Siciliens, détestent. normalement, ne s'entendent pas. Mais là, c'était la preuve que la poésie est tout rapprochée. On va en écouter et ensuite nous allons inviter Alix, notre parisienne, plus ou moins. De service. Ouais. Et juste un petit. Elle a choisi le pull jaune. Elle aime le jaune. Elle a choisi le pull qui était à portée de main. Le pull jaune, qu'elle aime bien choisir. Le pull dont la couleur lui plaît tant qu'elle le choisit chaque fois. C'est tout. Bon, déjà. Le cactus a fini par mourir sur le rebord de la fenêtre, en marbre de cimetière, rosâtre, noir et blanc veiné. Le froid l'a brûlé mieux que ne l'aurait fait la flamme d'un briquet. Assis à table, briquette de Lego sur briquette de Lego, je bâtis ma maison. Perché non lo dici in italiano? Pardon? Perché non lo dici in italiano? Quel DJ? Ah ouais. Ah ouais. Non, je sais pas. J'ai essayé de traduire certains. J'ai écrit des textes en français. Ouais. Uniquement. Ouais, j'en ai écrit. C'est pour le prochain. J'en ai montré à Sarah qui trouve que c'est pas trop mal. En Italie, pas. Mais comment dire ça? Je n'arrive pas à parler italien quand je suis en Belgique, par exemple. J'ai beaucoup de mal. Ah, Ah oui. oui. Ah bon. Et quand je vais en Italie, alors à ce moment-là, j'ai du mal à lire en français quand je suis en Italie. C'est très curieux. Je prends des bouquins, je les lis pas, j'achète des bouquins en italien. Et, Qu'est-ce qu'il a dit comme prononciation? Je dis, quand je suis en Belgique, j'ai beaucoup de mal à parler italien. Pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être parce que ma mère disait parle pas en italien devant les gens, ils vont croire que tu dis du mal. Ils vont croire que. Ils vont croire que tu dis du mal. Oh, oh là là. Par contre, il est devenu difficile d'appeler des airs du mal en français. donc- C'est plus simple et je me fais mieux comprendre. et à la Sardaigne, tu parles quelle langue? Quand je suis en Sardaigne, Oui, tu parles quelle langue? bah maintenant presque tout le monde, avec ma grand-mère qui ne parlait pas un mot d'italien, je parlais en sarde. Et tu ne te parles qu'en sarde, en Sardaigne? Non, maintenant, non, ils parlent en italien, ils ont été à l'école et tout, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens Ok. qui parlaient que le sarde. À cette époque-là. Mes cousins parlaient tout le temps en sarde, Ok. l'italien c'était pour l'école, quoi. Hmm. Voilà, ils parlaient tout le temps en sarde, on parlait tout le temps en sarde. C'est un peu comme nous pour le picard et le français. Ah oui. C'est comme à l'école, hein, dans la cour, on parlait en patois, et puis en classe, on essayait d'être. Ça marchait pas tout le temps, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait ma voisine qui est institutrice, sa fille, qui est dans sa classe. C'est mon fils qui m'a raconté ça, quand il était petit. Elle a dit à la classe, vous faites une rédaction sur votre animal préféré. Et la fille de l'institutrice a fait un texte, mais elle n'a pas montré à sa maman avant d'être en classe. Elle avait appelé ça le petit pichon rouge. Non, c'est pas enfin. Et les langues ont été moins écrasées en Italie, non, en France. Pardon? Je dis, les langues ont été moins écrasées en Italie qu'en France. Ah oui, nettement quand même. En France, c'est épouvantable. Moi, je regrette parce que je vais souvent j'ai été assez souvent dans le sud-ouest. D'abord, ils ont un accent que j'adore. Ils ont une manière de parler, la cadence. Hein, tu vois. Quand tu vas, c'est autre chose. C'est plus dansant. C'est pas comme à Paris. Et en plus, ils ont des mots que j'adore. Ils arrivent à les intégrer quand même. Hein. Ils arrivent à intégrer des mots d'Occitanie dans le français. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est quand même amusant de voir que pichon et puce, c'est quand même proche. Mais oui. C'était marrant qu'en plus en C'est classe. poisson qui est bizarre. Le Des pichon. choses de décentralisation dans les pays. Oui, c'est ça. La France est un pays Centralisation. centralisant. Du qu'en Italie. Merci Pierre et Francesco. Nous allons continuer juste avant de passer à autre chose avec une invitée spéciale qui est l'autrice de la question déjà arrivée. Et qui Alix, qui n'est pas que notre parisienne, de Paris. qui est surtout De notre Paris. poétesse en résidence. Donc la
personne qui occupe le deuxième étage. Beaucoup plus que je m'occupe de faire cette semaine. Voilà, pas le grenier encore, parce que ça viendra. Parce que les travaux peut-être qui vont se faire. Alix, je t'invite à venir. Et un peu, je vais inviter de... Soit tu viens avec la chaise, ou c'est plus simple. Oula. Parce qu'il n'y a pas deux autres chaises de vous. On reste là-dessus. Alix Hugonnet. J'ai pas eu le temps de repasser ta vidéo, mais je sais que tu es une artiste, une jeune artiste encore. Je sais pas, j'ai 32 ans. Ouais, c'est jeune, 32 ans. Oui, c'est jeune. Oui. Très jeune. Enfin, moi, jusqu'à 40-50 ans, on est encore un jeune poète, et puis on a où on voit que le temps de plus en plus se dépasse, et puis en âge, je ne sais plus si tu es vieux ou pas. Ça commence déjà. Ça commence déjà. C'est pas grave. Et donc, Alix, pourquoi Alors, comment Alix est arrivée ici? Parce qu'évidemment, la résidence de la Maison de la Poésie et à sa petite connaissance, on va dire, des futurs résidents ici. J'en vois un de moi. Michael, pourtant tu es vierge, mais tu n'es pas. Tu habites pas. Donc c'est parfois par le bouche-oreille, donc aussi par des personnes qui sont venues déjà ici en résidence. Ça nous permet de faire un petit coucou à Inès Covid, qui était en résidence ici l'an dernier, il y a 2 ans déjà. Il y a un an. Il y a un an. Et donc il n'a pas été assez mécontente, qui a voulu, une de ses amies les plus chères, essaye cette résidence. C'est quoi pour toi une résidence en fait? Ou c'est quoi cette résidence de ces jours-ci pour toi? Qu'est-ce que tu arrives à faire ou pas faire par rapport à tes projets? Pour moi, c'est un espace de... Je vais essayer de parler plus fort, je n'ai pas la voix qui parle beaucoup, pardon. C'est un espace de réflexion, de mise à plat, si tu veux. Et moi, j'habite Paris, et je suis assez engagée politiquement aussi. Et du coup, c'est vraiment un espace de repli, où on peut comprendre les choses, si tu veux, avec du recul. Et je trouve que le recul est nécessaire dans une activité telle qu'écrire. Et ce lieu m'offre ça, en fait, la possibilité d'abstraire du quotidien. Enfin, c'est ça, le quotidien, c'est la pratique du Shabbat élargi, on va dire, donc du retrait, en fait. Et parce qu'on est samedi, j'évoque le Shabbat juste comme ça, pas par autre raison. Mais le retrait, en fait, permet aussi peut-être de revoir autrement les projets qu'on avait. Est-ce que c'est le cas? Parce que ici, c'est une résidence un peu particulière, hein, la Maison de la Poésie, parce que d'habitude, dans d'autres résidences, il y a des quotas, donc plus ou moins négociés, par exemple en France avec le CNL, où on négocie un pourcentage de temps, d'heures, de médiation, on appelle ça, donc c'est-à-dire du travail avec des écoles, du travail d'atelier, etc. Ici, on a pris le pari de ne mettre aucune condition, autre que le projet de résidence qui nous touche ou qui nous intéresse ou pas. Et donc, il y a ici autant des personnes qui sont en tout début de projet, que des personnes qui en sont juste à l'exploration ou dans le cycle, ou même des personnes qui sont en train de fignoler un projet. Parfois, vraiment, le fait de rassembler un recueil, de faire un tri vers la fin. Là, dans quelle phase, toi, tu te situes par rapport à cette résidence? Je vous avais écrit il y a un an avec un projet que j'avais et qui était en tout début d'écriture, en fait. Moi, je n'ai jamais publié. Du coup, j'étais assez surprise et touchée, en fait, que vous acceptez de m'accueillir ici. Et ce texte, pendant un an, je ne l'ai pas touché. En fait, c'était vraiment un geste complètement assumé, parce que je n'en étais pas capable. Et en même temps, je suis quelqu'un qui ne sait pas travailler sur une seule chose en même temps. Je suis complètement incapable de me focaliser sur un seul projet. Et du coup, ici, ça m'a permis
déjà de travailler sur des ouvertures, des idées que j'avais, qui me travaillaient depuis quelques mois. Et au fur et à mesure des jours, de me rapprocher de ce sang qui était ce texte, qui était très intime, pour arriver à en faire quelque chose en fait. Et c'est vrai que cette distance qui a permis la temporalité, et puis le fait de savoir que je venais ici, parce qu'on avait pris rendez-vous du coup avec Cathy il y a 8 mois en fait, m'a permis de voir le texte complètement autrement. Ouais. Et c'était super. Voilà. Et tu évoques le fait que tu travailles sur plusieurs choses en même temps, tu travailles aussi sur plusieurs médias différents. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, pour les, ça arrive, hein, parce que comment dire, l'éclectisme, dans le sens renaissance du terme, le surréalisme du terme, n'est pas qu'une tare. Hein, c'est un vrai credo ici, du moins. Alors, on a beaucoup défendu cela, que l'éclectisme était une qualité, chose qui parfois en France n'est pas dans l'esprit vraiment franco-français, puisque les Belges sont un peu plus ouverts à l'expression polyartistique. En France, je pense par chance, depuis une dizaine d'années, c'est en train de changer. Mais jusqu'à il y a un peu plus de 10 ans, c'était vraiment sujet toujours à suspicion, quelqu'un qui était actif et créatif dans plusieurs domaines, comme par exemple, en ce qui me concerne, qui est la poésie et la photographie principalement. Et un peu la vidéo aussi. Un peu la vidéo aussi. Ouais. Mais je pense que les deux rentrent toujours en résonance. Pour moi, c'est quelque chose qui est particulier. Si tu veux, le rapport que j'ai à l'image, c'est un rapport qui est lié à la littérature, qui est lié à l'écriture. Il y a un projet que j'ai porté il y a quelques temps, c'était sur, je l'avais appelé Mnémosis. Et tout le projet portait, déjà c'était un projet social, au sens où il y avait vraiment une dimension participative. Et j'avais demandé à des gens dans un lieu de décrire en fait l'odeur du lieu où ils travaillaient. Et donc il y avait toute une espèce de recueil de récits, un peu à la manière de Zvezda Alexievitch, qui me touche beaucoup. Et moi, ce que j'essayais de faire, c'était d'aller de ce texte vers une mise en image. Donc c'est vraiment un travail autour des médiums, de transfert de mémoire et de réflexion sur ce que peut en fait un médium et ne peut pas d'une certaine façon. Et du coup, l'écriture, les mots étaient très importants dans ce cas-là. C'est pas du tout un écueil ou des choses qui sont séparées pour moi. Ça fonctionne ensemble. Quand je disais que dans les résidences, on ne s'oblige à rien d'un côté comme de l'autre, en dehors du fait d'accepter ou pas d'être dans l'accueil des projets de résidence. C'est aussi le cas depuis plusieurs années. Alors, ce n'était pas le cas au tout début. Au tout début, il y avait véritablement un livre de collection qu'on appelait résidence à l'époque, qui sortait à la parole. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation d'un côté comme de l'autre. D'abord, pour permettre aussi à la maison d'édition de ressentir, d'affinité ou pas, mais aussi permettre à la poétesse ou au poète d'orienter éventuellement ailleurs, tu vois. Donc il y a aussi eu des livres qui, tout ce qu'on a demandé à ces poètes ou poétesses, parfois c'est juste de mentionner qu'ils avaient été en résidence ici pour écrire ce texte-là. C'est arrivé avec beaucoup de Québécoises et Québécois, il y a quelques Françaises aussi. Et maintenant c'est dilué dans nos collections génériques, hein, donc, par exemple Catherine Serre et Colline Maresco qui est une autrice de Lille, ont été en résidence ici. Ça a fini par un livre. Avec Inès, pas encore. C'est pas encore arrivé. Mais il se pourrait qu'il y ait parfois des projets qui n'aient pas du tout été conçus ici, qui arrivent en livre. Je regarde Michael Lambert, qui va sortir dans la collection Yves son premier livre à la parole en mai, au festival. Cela précède la résidence, en fait. Donc on est là dans quelque chose d'inversé, donc il n'y a pas de règle fermée. C'est important de rester dans cette ouverture. Est-ce que tu pourrais nous donner à entendre de tes textes, tu as envie? Oui, je veux bien. Ouais. Je ne savais pas trop quoi proposer, parce que c'est impressionnant, je n'ai jamais vraiment lu un texte comme ça. Je voulais proposer peut-être un truc qui est un peu long, qui est plus de l'ordre d'une obsession. C'est un projet de recherche sur une espèce de chant collectif
L'idée, c'est de voir une situation de la part de plusieurs regards. Et du coup, j'en ai écrit une première partie, à partir de mon point de vue. Et ça raconte un rapport avec deux femmes qui sont plus âgées, en fait. Qui était un rapport à la fois d'amitié et en même temps qui parfois pouvait arriver au rapport amoureux. Enfin, ça changeait, qui était très, très complexe. Et voilà, enfin, je peux dire ça, par exemple. Pour l'instant, j'ai appelé ça les appétits. Parce qu'on se voit. Voilà. Elle, main alourdie, main bague, lourde, main bagoue, autant de chaînes et d'assèchements, main sorcière, les nôtres, les leurs, elles posent leurs mains sur mon corps souple encore, sur leur corps souple, c'est leur corps souple. Le mien de corps, le leur, qui était encore le leur il n'y a pas si longtemps, de leur, corps souple et mince, de pas retouché, de moins de douleur, leurs mains sur mon corps souple, assuré, leurs mains sur mon corps, souple, pas retouché, pourtant déjà apeuré du temps. Mensonge qu'elle et moi sommes pareils, mensonge que leur corps souple, leurs mains sûres, mais non pas sûres, bien plus fragiles que mon à-coup de retenue, de respirer, de ma peau jeune encore, tendue de leurs mains un instant apposées, pansement absent, leurs mains qui soignent, mais qui ne seront jamais entièrement dans le désir. Sois ma mère et fais-moi l'amour, leurs mains qui détient le pouvoir des années, leur corps un peu moins souple, leur assurance un peu moins souple, mais la peau un peu moins tendue, ô émotion qui détient le pouvoir des années. Mon serpent étouffe dans mon corps inachevé. Prends-le, ce corps. Il n'est non pas mien, il est notre. Je voudrais dire nous, le corps des corps, des 20, des 30 et 50. Qu'importe qu'on ce temps-là qui, parce que ce qui compte c'est le centenaire du serpent coq sous le lit, étouffe le corps inachevé. Sois le toi-moi béquille, fantasme de moi être moi ce corps-là qui était le tien il n'y a pas si longtemps et puis balaye ta main, aussi assurée ta main qui a touché pour voir, parce qu'elle peut, parce qu'elle sait qu'à ton corps jeune qui est tien, que tu fomentes, tu fais surgir malgré moi un bruit. Caresse-moi au détour du frôlement, au détour du regard, au détour de simplement tu peux. Tu le caresses comme s'il était toi, et je ne te caresse pas comme tu ne te caresses pas. Tu me filmes comme je voudrais te filmer, et je ne te filme pas comme tu ne te filmes pas. Douleur du corps renié, nous devrions échanger, moi, toi, moi. Tu m'accuses d'hypocrisie, jalouse de ton désir, de mon désir que je ne serais, que tu ne serais, que nous ne serions, toi le moi qui est toi, ô vive, comme je te cherche. Fais-moi l'amour. Je n'ai pas eu de mère, ma mère est ma sœur, ma mère est mon enfant, sois alors mon amour, car je n'ai pas de mère, de tes mains alourdies. Berce-moi comme on berce, et je te bercerai comme on berce dans la cahute. J'arracherai le lierre pour toi, tandis que tu observes mon rictus, mon mensonge. J'aimerais la voir, moi, l'enfant endormi dans mes bras. J'aimerais toujours que tu m'effrôles face au déluge du dehors. Ta main accroche ma taille au passage, cette main dont tu ne diras pas ce qu'elle dit, sa langue dans ma bouche, dans sa bouche qui est tienne, m'en veut, oui m'en veut. Nous nous en voulons toujours de cette main qui est main, dent et glisse, et nous aurions, et nous pourrions, et nous ne dirons jamais simplement ce regard qui possède dans l'impossession, dans l'absolue absence de besoin d'eux, mais qui a appris à être, ne se regarde plus, quand le corps est plein, lourd, des douleurs que je voudrais te prendre, parfois si c'est le prix,
pour retrouver un instant ton, votre, nos mains amies, dans le peut-être tenter de comprendre un instant, pardonner, la lutte, le frémissement, la persistance de des larmes à l'orée haut du drame, de ces mains que tu as filmées, que j'aurais mais n'aurais jamais pu prendre comme tu et nous faisons comme si, mais vous vous rappelez encore, malgré tout, le corps souple est celui à travers lequel je m'émeus, et que le tien, lui, est celui dans lequel tu penses, qui est le mien, et qui crève, et qui au milieu de la nuit transparaît de ton t-shirt grunge d'adolescente, réapparaît, que tu fascines tous, et tu me dis, au milieu de tout cela, tu ne dis pas, simplement tu fais la victoire, face à ce corps souple qui est tien, mais qui n'est plus, et qui est mien, et tu me dis que je pourrais, que je devrais, car je vais, car ceci est mon corps, l'utiliser comme un outil, cet outil que tu désires de tes mains, que tu manipules de tes mains, avec vent que ta langue s'effondre, et qu'au milieu de l'insulte que je t'ai faite, tu disparaisses. Merci Alix. Maintenant est venu le temps de passer à la caisse. À la caisse. Ou l'achat des livres. Mais aussi bientôt au repas que nous a préparé Cathy. Cathy fait un peu tout, si vous avez compris. Je suis son bras droit en fait. Et donc elle s'occupe aussi très volontiers, c'est une vraie passion pour elle de nous faire à manger une fois par mois. Donc on va la remercier aussi tout à l'heure. Et si c'est bon. Mais c'est souvent très bon. Et le prochain rendez-vous ici à la Maison de la Poésie, il y en a plusieurs. Le grand rendez-vous annuel, c'est le Nouvel An poétique, le 23 mars. Alors pourquoi le 23 mars? C'est parce que, et Nouvel An, c'est parce que dans plein de traditions anciennes, le Nouvel An c'était au printemps, logiquement. Hein. C'est pas le 1er janvier. Il faut raisonner un peu de temps en temps. Non. Et encore beaucoup de peuples, dont certains peuples amis, et ça c'est purement une histoire personnelle, comme les peuples de l'ancienne Perse, donc les Iraniens, entre autres, fêtent toujours Nowruz, donc le Nouvel An, et le fêtent beaucoup en poésie, ça il faut le savoir. Il y a une tradition, vous avez, pour ceux qui ont fréquenté la Maison de la Poésie et Maestro, vous le savez déjà, une tradition, c'est de jouer le jeu du fal, qui n'est pas celui dont on fabrique là-bas. Le fal, c'est le fusil d'armes léger, d'assaut léger aussi, je peux voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Le fal est un jeu en Iran. Vous savez ce que c'est le fal? Vous savez, lors du Nouvel An, qu'est-ce qu'on fait souvent, à part boire, manger, tout ça? On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Vous savez, on se dit, tiens, à quoi va ressembler la nouvelle année? Donc, il y en a qui tirent les cartes, il y en a qui font... Eux, ils font ça autrement. C'est-à-dire qu'ils posent des questions. Donc, on pose une question à une personne, souvent, qui alors va ouvrir au hasard un livre de poésie et y répondre avec ce poème. Alors, c'est souvent les vers, les livres et les poèmes d'Hafez qui y répondent. Il y a aussi Omar Khayyam, il y a aussi Rumi, on tape sur les anciens. Maintenant, je vous assure, faire tout ça avec tout livre à vocation un peu universelle ou qui joue entre les lignes, ça marche. Et souvent, on fait ça d'ailleurs à la fin de la nuit, pour les gens qui résistent encore à ce moment-là. Et donc, une programmation riche, avec présentation de nouveaux livres, Timothée Ossergoy, le livre du CEC, Plume Pinceau, un concert d'une jeune artiste bruxelloise qui s'appelle Alchen, qui est magnifique, que je vous conseille, qui s'appelle Sophie. Tu connais? Voilà, Sophie Alchen, on va dire. Et aussi un livre anthologique, un collectif, avec plus de 150 poètes qui s'appelle Poètes pour la paix. Donc c'est un projet que nous avons hébergé du collectif, d'un collectif qui s'appelle le Peace Performance Train, voilà, c'est un nom qui est très long, et qui regroupe des poètes d'un peu partout dans le monde et qui ont livré des poèmes souvent inédits autour de la notion de paix, qui, comme l'amour, est la chose dont nous avons le plus besoin
actuellement. Et ensuite, voilà, ça c'est le grand moment. Il y a aussi un buffet légendaire, à côté duquel les buffets d'Astérix qui sont vraiment ridicules. Bien sûr, hein, c'est vraiment monstrueux. Mais c'est très bon. Et c'est fait aussi par tout le personnel de la Maison de la Poésie qui ce jour-là fait à manger pour vous. Donc c'est le samedi 23 mars à partir de 16h. Ensuite, il y aura un très très grand moment et à la fois très intime. C'est le 20 avril. Notre soirée poésie du 20 avril. Je vous conseille vraiment de tout faire, comme vous le verrez, pour fêter un grand bonhomme qui s'appelle Pierre Coran. Pierre Coran, qui, un mois plus tard officiellement, mais pour cette occasion-là, on l'a déplacé au mois d'avril, fête ses 90 ans, ses 90 ans. Et pareil, qui s'appelle Le Ciel d'Ostende, qui est absolument magnifique. Et c'est Ludivine Joanneau et Karl Norak, Karl Norak est le fils de Pierre Coran, comme le dit le nom, hein, Norak Coran, donc un des deux s'appelle Coran. Ok. Voilà. Voilà. On ne dira pas leur vrai nom. C'est un nom italien, sûrement, je suis sûr. Mais voilà, c'est un grand honneur aussi d'honorer, parce qu'on parle beaucoup d'honorer, on a pu honorer aussi des personnes qui ne sont plus là, mais quand les personnes sont encore là, et qu'elles ont encore tellement à transmettre et à donner, il ne faut pas rater ça. Et c'est mon ancien instit, Pierre. Et Karl Norak sera des nôtres. Et l'atelier qui aura lieu ce jour-là, animé par Ludivine Joanneau, sera volontairement intergénérationnel. Donc, parce que Pierre Coran est, pour ceux qui ne le savent pas, un très très grand auteur de la poésie jeunesse. Hein, donc il y aura cette volonté de travailler sur les différentes générations. Ensuite, peu après le festival, qui est le gros événement à Bruxelles du 15 au 19 mai, dont la grande traversée de la nuit du 18 mai, la semaine d'après, il y aura la présentation du livre, qui aura déjà été présenté à Bruxelles, de Michael Lambert et de Caroline Boulor. Et cela nous mènera ensuite au marché de la poésie à Paris et au barbecue du 29 juin. Et ensuite, 13 juillet, il y aura aussi un autre poésie avec Pascal Moulias, qui fera un atelier, une exposition aussi, un vernissage, qui vous fera aussi un petit tarot à l'occasion, pour ceux qui ont envie d'un tarot, parce qu'il fait aussi du tarot, et qui travaille les arts plastiques et l'écriture. Et ensuite, voilà, nous, mais ça nous concerne, nous, on ira sans doute au Festival de Sète, au marché de la Sète, et puis ce sera les vacances. Donc après, les autres rendez-vous, c'est le 5 août, genre, si vous voulez y penser, c'est mon anniversaire. Et puis au mois de septembre, le 8, c'est celui de mon frère. Le 12, celui de mon beau-frère. Tu vas jusqu'à 2027. Pardon ? Tu vas jusqu'à 2027. Et donc en 2027, parce qu'on me demande si je vais jusqu'en 2027, en 2027 se terminera le cycle du festival Les Chants de la Transition. Vous ne croyez pas si bien dire. Bravo. Quand on s'est retombé sur ses pattes, on s'est retombé sur ses pattes. Parce que là, on est au 4e mouvement, 2024, puis il y aura, c'est des ailes et des îles, puis il y aura des îles et des ailes, en 2025, puis il y aura 2026 et 2027, et là se clôturera le cycle des 7 éditions des Chants de la Transition. Où tout cela va nous mener ensuite, nous ne le savons pas. Merci. Tu veux couper ? Je vais couper, parce qu'il faut couper de... Voilà. Merci tout le monde.